Et d'abord, entre la disposition des produits, l'éclairage ou encore la musique, quelles sont les techniques pour vous faire acheter davantage en magasin? Un reportage de Marion Blanchet. Des étagères impeccablement rangées, des allées dégagées, un magasin bien éclairé, des détails a priori anodins qui influencent pourtant notre déambulation. Un parcours savamment mis en scène par les professionnels de la grande distribution. Olivier Dauvert étudie cet univers depuis plus de 25 ans. Il en connaît toutes les ficelles. Alors là, ce qu'on fait, c'est on vous met des mises en avant avec beaucoup de produits. On vous donne cette impression qu'il y a de la marchandise partout. Mais si vous regardez bien, eh bien, vous allez vous rendre compte que dès qu'on enlève la première épaisseur, eh bien, on voit le faux fond. Et le client, dans son imaginaire, a l'impression qu'il y a un tas important de marchandises et que c'est donc une bonne affaire. Vous voyez, on est au rayon charcuterie coupe d'un hypermarché. Et bien, en même temps qu'il vous propose les produits du rayon, il vous met en avant de l'huile, il vous met en avant des produits pour la cuisine, il vous met en avant du vin, il vous met des condiments. Bref, il vous montre des produits que vous n'étiez pas venu chercher, mais que peut-être en les voyant, vous allez finir par acheter. Pour valoriser encore leurs produits, certaines grandes surfaces jouent aussi sur l'éclairage. D'autres ont choisi de mettre l'accent sur les producteurs des fruits et légumes. Le commerçant vous vend des tomates et pour donner plus de valeur encore à ces tomates, il vous présente le producteur, il vous dit que ça a été produit à 4 km du magasin, il vous explique qu'il emploie 3 salariés, bref, il est en train de vous amener petit à petit sur le terrain plus émotionnel. C'est-à-dire vous n'achetez plus des tomates, vous achetez ces tomates. Et ça forcément ça change tout et peut-être que ça va vous rendre plus indulgent sur le niveau de prix des tomates. Bonjour, je m'appelle Jacques Ressel, je suis délégué général de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution. Notre secteur représente 750 000 emplois, 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires et la plupart des grandes enseignes que vous connaissez, Carrefour, Auchan, Système U, Casino, Monoprix et autres. Nous avons des emplois de caissières, d'hôtesses de caisse par exemple, 100 000 emplois. Nous avons des emplois d'employés en libre service, plus de 200 000 emplois. On a également des emplois de directeurs de magasins qui sont plusieurs dizaines de milliers, ou par exemple des emplois de bouchers. Nous avons 17 000 emplois de bouchers dans notre secteur. Il y a des opportunités tout à fait importantes. Nous recrutons chaque année 100 000 personnes dans tous les secteurs. Le conseil, c'est effectivement de suivre des formations qui sont des formations directement liées au commerce. Aujourd'hui, sur, par exemple, les licences professionnelles ou des masters ou aussi des CAP et des BEP, il y a une capacité d'emploi qui est tout à fait importante et une capacité à trouver rapidement un emploi, et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, il y a des évolutions très fortes dans le métier, une plus grande polyvalence des emplois, également le fait qu'il y a de nouveaux profils ou de nouveaux types d'emplois qui apparaissent, par exemple les nouvelles technologies qui changent fondamentalement les choses, par exemple le développement durable qui aujourd'hui est une priorité majeure pour l'ensemble des magasins. Une des caractéristiques de la grande distribution, c'est l'ascenseur social. La plus grande partie des directeurs de magasins sont issus aujourd'hui d'emplois de chefs de rayon, par exemple, et il y a de très nombreux salariés qui ont commencé hôtesses de caisse et qui aujourd'hui ont des postes de responsabilité importants. Il y a même quelqu'un qui aujourd'hui est le patron d'une des grandes enseignes qui a commencé au bas de l'échelle. Ça montre à quel point l'ascenseur social est véritablement une des caractéristiques du secteur. Chaque jour, 10 millions de personnes sont dans nos magasins et donc connaissent bien. En même temps, on connaît mal les métiers qui vont de ceux que l'on voit dans les magasins à ceux que l'on ne voit pas, par exemple dans les entrepôts où il y a toute une série de métiers de plus en plus techniques qui se développent pour lesquels il y a des emplois en permanence. À bientôt pour le prochain dossier du mois. Dans cet hypermarché, chaque matin avant l'ouverture, près de 100 kilos de produits frais doivent quitter les rayons. Un tri qui s'opère notamment pour les fruits et légumes. Ça, c'est les légumes défraîchis de ce matin, d'une partie, où on a rafraîchi le rayon.
parce que les chicons sont trop verts, parce que les concombres sont un petit peu défraîchis. Et vous voyez, c'est des produits qui sont devenus mous. Mais la direction que nous avions rencontrée refuse le gaspillage. Les oranges gâtées sont transformées en jus de fruits. Les viennoiseries rassis servent de base à un pudding. Avec un produit qui avait plus de durée de vie en rayon, qui avait plus de potentiel commercial, là il va retrouver 2 ou 3 jours de durée de vie dans le rayon. Récupérés, mais aussi donnés, les produits bientôt périmés sont distribués à des associations. Cette grande surface semble prête à appliquer l'interdiction de jeter souhaitée par Ségolène Royal. La mesure figurait dans le rapport de Guillaume Garot rendu au printemps dernier. Pour l'ancien ministre, les particuliers ont aussi une responsabilité. Dans ce supermarché parisien, tous les matins, le même rituel. Tout est descendu ici, ensuite on trie, on vérifie au niveau qualité déjà que le produit ait bien été conservé, ce qui est le cas puisqu'il descend immédiatement des rayons, et ensuite que la date soit bonne. 2 salariés et 1 heure de travail par jour pour trier ces aliments non vendus. Environ 1 à 2 caddies seront donnés à une association caritative. Ce gérant réduit ainsi les déchets de son magasin, mais ces dons n'empêchent pas le gaspillage. On jette un bac comme ça tous les 2 jours pour tout le magasin. Et chaque jour à 13 h, Mohamed Tajer, un bénévole d'une association d'aide aux sans-logis, récupère les invendus triés. Mais voilà, il y a un problème. Nous sommes au mois d'août, nous ouvrons donc à partir de 14 h, ce qui fait que ça va rester là pour le moment au chaud. Au chaud, le temps de livrer au local. Pas de moyens de réfrigération, pas de lieu de stockage adapté. Les denrées périssables doivent être distribuées au plus vite dans la journée. En 2012, 1400 hypermarchés ont donné 32 000 tonnes de denrées alimentaires, soit l'équivalent de 64 millions de repas. Peut mieux faire, disent aujourd'hui 63 députés. Ils voudraient rendre obligatoire le don d'invendus. Cela se fait déjà dans le sud de la Belgique depuis le début de l'année. Tous les supermarchés sont tenus d'offrir les aliments invendables et le maire peut sanctionner les grandes surfaces récalcitrantes. Ils sont susceptibles d'avoir des sanctions, des pénalités, voire la sanction extrême étant le retrait du permis d'exploiter. En France, le gaspillage alimentaire représente 100 kg de déchets par habitant et par an. Moi je suis propriétaire du magasin, Patrick c'est sa ferme, donc on a trouvé un dialogue ensemble pour essayer de travailler ensemble. On joue un rôle économique majeur sur la région. Ces derniers mois, la proximité, la plupart des enseignes se sont mises à communiquer dessus. Aujourd'hui, il a compris que ce qui compte, c'est d'abord de trouver le bon producteur près de chez lui. Au-delà des publicités, quelles sont vraiment les coulisses de la grande distribution? Les relations ont-elles vraiment changé? C'est bien loin des rayons que sont fixés les prix chaque année. Entre fournisseurs et représentants de la grande distribution, des négociations parfois très tendues. Est-ce que vous avez 1% de plus de remise à me donner? Là, il y a encore votre dossier. Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on ne le garde pas? Vous préférez que ce soit votre concurrent qui vienne? Dites-le moi. Mais vos produits ne tournent pas. C'est déjà bien que je les ai dans les linéaires. J'ai plus que 4 minutes à vous consacrer. Est-ce qu'on bosse ensemble ou non? Oui ou non? Ok, bon, bah écoutez, moi j'ai autre chose à faire. Donc, Beauty Leg. À la fin de l'entretien, des applaudissements, car il s'agit en réalité d'un jeu de rôle. Nous voici dans un stage pour fournisseurs. Ici, lors de simulations, les stagiaires apprennent à négocier. C'est peut-être un petit peu amplifié. Dans les grands tâches, on se rencontre effectivement dans nos entretiens. On est souvent menacés. Comme quoi, par exemple? Nos produits vont disparaître des rayons. Ça, on vous l'a déjà dit. Ah oui. Ça m'est déjà arrivé de se retrouver dans un boss surchauffé ou trop froid, de patienter pendant 1h30, ça faisait partie de leur technique pour déstabiliser le vendeur, le mettre dans des situations qui sont stressantes, donc afin qu'il perde quelques moyens et la négociation de produits soit plus aisée. Le rôle de l'acheteur, le maître de stage Olivier Loriol le connaît bien. Mais aujourd'hui, cet ancien de la grande distribution a changé de camp. Il conseille les représentants des multinationales, comme des PME. Avec le poids, la pression des matières premières, avec la pression des distributeurs qui refusent les tarifs, les nouveaux tarifs
à la hausse des fournisseurs. Tout ça, effectivement, crée une ambiance extrêmement difficile et dans laquelle les entreprises se débattent, mais pas avec les mêmes forces. Résultat, des contrats aux clauses qui parfois peuvent coûter très cher aux fournisseurs. Ici, pour un carton mal étiqueté, c'est 500 € de pénalité. Autre exemple, pour une demi-heure de retard de livraison, une amende de 300 € pour le fournisseur. Cet agriculteur, devenu l'un des principaux adversaires de la grande distribution, parle lui de clauses abusives. Quand vous envoyez à 800 km une marchandise, que le camion qui livre est pris dans un accident, il arrive un quart d'heure en retard, on vous refuse le camion sans autre forme de procès. Ça vous est arrivé, ça? Oui, ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Leurs obligations sont complètement floues. Nous n'avons que nous des obligations, ce qui fait que tout est aléatoire. On ne peut pas nous prouver notre bonne foi face à ces gens-là. Les abus sont-ils si fréquents? Selon les représentants de la grande distribution, les négociations sont dans l'ensemble équilibrées. Nous sommes aujourd'hui en train d'élaborer, par exemple, des codes de bonne conduite justement sur les relations commerciales pour que si jamais il y a des difficultés par-ci, par-là, parce qu'il peut toujours y en avoir, celles-ci disparaissent progressivement et en tout cas soient dans des effets les plus minorés possibles. Mais lorsque nous lui soumettons les clauses de pénalité, pas de réponse. Nous n'avons pas la possibilité, c'est même interdit par la loi, d'avoir des commentaires sur les contrats. L'entretien est terminé, je vous remercie. Difficile aujourd'hui de savoir où en est le rapport de force. En France, 2/3 des fournisseurs de la grande distribution sont des PME. Les lieux des grandes surfaces, c'est d'aller voir à l'étranger, trouver moins cher. Forcément, on est un peu colère parce qu'on travaille entre guillemets pour rien. S'ils ont augmenté les prix, déjà, c'était parce que normalement, c'était pour avoir de la viande française. Donc, je pense que on ira surveiller, voir vraiment ce qui se passe. Normalement, l'État a un organisme qui surveille tout ce qui se passe à l'intérieur des magasins. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ne font pas leur travail. Donc, on fait leur travail à leur place. On va dans les magasins et puis on regarde dans les rayons si ils ont mis de la viande étrangère. C'est sûr que c'est moins cher, mais il n'y a pas la qualité. Il n'y a pas les respect des normes et on ne sait pas vraiment d'où ça vient des fois aussi. Ça fait 20 ans que je suis installé et malheureusement depuis 20 ans on a toujours eu ce problème-là. C'est un peu dommage de se servir dans les pays étrangers alors qu'il y a tout à proximité dans notre pays français. Aujourd'hui, ça fait plusieurs mois qu'on réclame effectivement la traçabilité sur les viandes. On va se féliciter effectivement que les grandes distributions aujourd'hui affichent clairement le manger français. En Bretagne, je peux vous assurer que c'est bien du cochon breton, du cochon français. Attention par contre à l'industrie agroalimentaire, à tous les plats préparés qui peuvent être faits, où là par contre on demande clairement l'affichage de l'origine des viandes. Regardons par contre de plus près l'observatoire des prix et des marges pour savoir entre le prix payé au producteur et le prix payé par le consommateur où passe la différence. La grande distribution, ils prennent des marges de plus en plus importantes. Pour ma part, on m'achète de la viande, sortie d'exploitation 3,70 €. Elle rentre en supermarché, on sait qu'elle rentre, on a su parce qu'on a fait des contrôles dernièrement, elle rentre à 5,20 €. Voilà. Et après elle est multipliée par 3 voire par 4. Voilà. C'est là où il y a le problème. Les aides, on n'en veut plus des aides. Moi ce que je veux c'est des prix rémunérateurs. Je veux vivre de mon travail. Les dernières négociations qu'il y a eu, la grande distribution avait convenu d'une augmentation de 5 centimes toutes les semaines. Et en fait on n'a rien vu venir du tout et ils se moquent complètement de nous. Ça me désole parce que quand je vois des publicités avec un éleveur avec sa fourche et qui se permettent de dire on travaille main dans la main avec l'élevage, c'est se foutre du monde. Ils ont tué, notamment Édouard Leclerc a tué le monde agricole depuis des années. De toute façon j'ai plus rien à perdre. Donc voilà, donc je pense que il va falloir que ça bouge. Alors peut-être qu'il faudra passer par des excès. Moi personnellement sur l'exploitation, là je suis obligé d'emprunter pour pouvoir récolter, c'est-à-dire mettre en terre. C'est-à-dire que j'ai fait des prêts court terme de trésorerie, chose que j'avais jamais faite de ma vie. Parti comme c'est, vu les tarifs qu'on nous donne, moi je vois pas comment est-ce que je vais pouvoir rembourser mes emprunts. Avec le bâtiment, 250 000 €. On a été obligé de faire des emprunts, sinon à force on aurait été obligé de mettre la clé sur la porte. Mon taux d'endettement c'est autour de 60%. Au secours, sinon demain il n'y aura plus d'agriculteurs.
C'est dans cet entrepôt de 1500 mètres carrés qu'une vingtaine de salariés du Drive Leclerc se relaient toute la journée pour approvisionner les rayons, préparer les commandes reçues sur Internet et enfin en effectuer la livraison dans le coffre des clients. Pour gagner du temps, les produits les plus demandés sont en début de rayon. Il existe un compartiment pour les produits frais et un autre pour les produits congelés. 1500 commandes sont ainsi traitées chaque semaine. Le succès ne se dément pas, même si l'avenir des hyper n'est pas menacé. On ne saura jamais travailler tous les produits dans ce type d'établissement. Pour les achats plaisir, pour les produits frais, pour le textile, etc. Ça restera l'hyper la pièce essentielle, c'est clair. Après avoir passé sa commande sur Internet, il faut environ compter 2 heures pour venir la récupérer. Mais ensuite, 5 minutes suffisent pour repartir avec. Ça me permet de faire les courses le soir et aller les chercher le matin si j'ai envie. Sans attendre. Mais ce système Drive, on ne le trouve qu'en province et en banlieue. Il reste encore accessible en province d'ouvrir un entrepôt ou d'ouvrir sur un grand parking en fait des pistes pour venir chercher ses courses Drive. Par contre à Paris, vu le coût du foncier, il vaut encore mieux faire des appartements ou des bureaux. On dénombre aujourd'hui en France métropolitaine près de 1000 Drive. Boulanger est un spécialiste de l'électrodomestique, un des grands spécialistes français. C'est une entreprise qui aujourd'hui fait près de 2 milliards de chiffre d'affaires avec 130 magasins. Et c'est une entreprise qui est très engagée aujourd'hui dans un processus, dans une approche multicanale. Alors ce développement multicanal, donc dans une approche click and mortar, puisque en fait nous avions des magasins et nous avons engagé les processus avec le monde de l'Internet, partir assez tardivement, dans les années 2006. Alors comment c'est venu ? Des réunions de grande qualité que nous avions eues avec des équipes d'IBM, notamment avec Craig Stevenson, qui était un Américain qui était venu faire des exposés à la Gaud sur déjà l'approche du multicanal qui existait aux États-Unis. Et c'était la révélation pour nous, disons, du mariage qui pouvait exister entre le monde du commerce digital en perspective et puis, disons, le monde classique, disons, de la vente au sein de nos magasins. Nous avons, à cette époque-là, engagé un processus de création d'abord d'un site, chose que nous n'avions pas encore à l'époque. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, quand nous l'avons lancé, nous avons tout de suite pris des options techniques qui étaient d'avoir des systèmes de base de données produits qui étaient complètement standardisés et qui étaient d'ailleurs un produit d'IBM qui était à l'époque WPC. Le développement s'est poursuivi d'une façon relativement régulière, sachant qu'au départ, comme nous lancions, disons, dans ce processus, nous avions travaillé avec des partenaires locaux, tant au niveau, disons, de la définition des premières fonctionnalités, disons, au niveau de notre site, et également au niveau d'un hébergement local. Et on s'est en fait rendu compte extrêmement rapidement que compte tenu, disons, des perspectives de développement qui étaient extrêmement importantes, et deuxièmement de la complexité dans la mise en œuvre de ces fonctionnalités et des produits concernés, il était préférable de passer dans une dimension différente, et ce qui nous a amené à engager un partenariat beaucoup plus étroit avec un partenaire dont l'avenir est certainement plus important qu'une petite entreprise, en l'occurrence IBM. Et nous l'avons vu sous 2 angles. À la fois dans la partie développement, et là-dessus, on est parti, d'abord on a fait le choix d'un outil qui était WCS, de WebSphere Commerce. Et puis deuxièmement, et donc dans ce cadre-là, assumer l'ensemble des développements, des principaux développements et de la mise à niveau des différentes releases qui allaient provoquer, disons, nos améliorations d'évolution dans notre organisation, donc avec l'équipe Global Business Service, et également en termes d'hébergement, de basculer l'hébergement au niveau du site de Montpellier. Alors ça s'est avéré tout à fait indispensable d'abord parce que le développement aujourd'hui du commerce digital est un développement extrêmement important. Aujourd'hui en 2012, dans le domaine de l'électrodomestique, ça représente plus de 17% en France. Rappelons-nous à titre de comparaison qu'aujourd'hui en Allemagne ou en Angleterre, on est déjà à 25% et que dans les perspectives à 2017, on se situe entre 27 et 30%. Nous, aujourd'hui, on est plus bas que cela, puisqu'on a démarré relativement tard. Aujourd'hui, le commerce digital représente chez nous 8%, disons, de notre chiffre d'affaires. Mais nous avons bien évidemment l'ambition, disons, d'essayer de rejoindre le plus vite possible, disons, les scores du marché. Et pour y arriver, il est évident que nous sommes obligés de travailler avec des partenaires qui peuvent nous apporter, disons, l'intelligence, l'information, une expérience et nous aider à développer plus rapidement que si nous devions le faire par nous-mêmes.